Voilà, alors par rapport aux exposés précédents, j'ai peur de venir ici maintenant avec des choses beaucoup plus impressionnistes, beaucoup plus mécaniques et beaucoup moins précises. Malgré tout, l'OCDE essaie de participer un tout petit peu aux efforts de sérénité dans le débat sur la redistribution et les inégalités, sans mathématiques trop, mais en offrant un certain nombre de points de comparaison aux pays. Alors l'OCDE, je vous rappelle, ça comporte actuellement 34 pays de nature très différente. Il y a la plupart des pays d'Europe, il y a les États-Unis, le Canada, le Mexique, il y a la Corée, il y a le Japon, et il y a la Turquie, donc des pays qui ont des structures fort différentes. Ce que je voudrais vous montrer là, c'est le résultat de travaux qui sont conduits depuis plusieurs années, dont certains ont fait l'effet de publication dans une publication qui s'est appelée Growing Inequal l'an dernier et qui va être poursuivie cette année par une nouvelle publication à l'automne sur les causes de la croissance inégalitaire et aussi au printemps prochain par une publication sur les relations entre inégalité, redistribution et croissance. Alors c'est un travail en cours que je vais vous montrer pour une grande partie et qui, bien entendu, auquel s'appliquent de nombreux caveats. Le caveat que rappelait Roger au début, c'est-à-dire que toute présentation est forcément partiale par le choix de ces indicateurs, qu'elle peut être susceptible d'utilisation politique à tout moment également, et qu'un esprit critique est tout à fait nécessaire pour juger de tout ce qu'on montre. Et c'est pourquoi ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de rassembler des indicateurs parfois assez différents, mais qui, on l'espère, réussissent à donner une sorte d'image générale de certains phénomènes sous-jacents. Alors, je reviendrai plus tard sur les nombreuses difficultés méthodologiques. Le plan, c'est de mon exposé, c'est de commencer par quelques caveats, donc, et puis ensuite de vous présenter l'état des inégalités dans l'OCDE, mesuré selon des critères assez simples, puis d'essayer de décomposer, et c'est ça le cœur de la présentation, le rôle que jouent les transferts et la fiscalité, les transferts monétaires d'une part, de nature sociale ou autre, et la fiscalité proprement dite dans la formation et la réduction des inégalités entre revenus avant impôts et transferts et revenus disponibles. Je dirais un mot de la façon dont tout ça a évolué sur la période récente également, et puis, si j'ai le temps, mais c'est pas sûr, je vous montrerai la façon dont on essaie de caractériser la France au milieu de ce paysage. Alors ici, pour commencer simplement et en guise de mise en garde, quelques éléments de comparaison internationale sur les inégalités, et ça illustre aussi la difficulté. Dès lors qu'il y a différentes façons de mesurer l'inégalité, il y a différentes façons de la définir. Ici, on peut voir ce qui se passe selon qu'on définit l'inégalité uniquement, il s'agit ici d'inégalité de revenus des individus, selon qu'on inclut uniquement les revenus du travail ou également d'autres revenus, c'est-à-dire également les revenus des individus qui ne travaillent pas. Est-ce qu'on inclut que les salariés ou l'ensemble des travailleurs, c'est-à-dire y compris les entrepreneurs individuels, les professions libérales, etc. Il y a d'autres questions qui se posent qui ne sont pas représentées sur ce graphique, mais est-ce qu'on prend en compte le revenu de l'individu ou la façon dont les ménages sont composés, qui agrègent en général, qui peuvent agréger plusieurs revenus. Il y a un ensemble de points à regarder et qui amènent à des diagnostics parfois différents. Alors là, simplement pour l'illustrer, si on compare l'inégalité en Norvège et en Italie, qui je crois sont pas trop loin l'un de l'autre, là c'est ITA. Je ne sais pas comment ça marche, mais c'est ITA l'Italie et NOR la Norvège. Ce qu'on voit, c'est que la Norvège est plus inégalitaire en termes de salaires distribués pour les revenus purement salariaux que l'Italie, mais qu'elle l'est moins une fois qu'on prend en compte l'ensemble des actifs ou de la population active.
Ceci parce que une grosse partie de l'inégalité italienne vient des entrepreneurs individuels et vient de l'existence de chômeurs très peu indemnisés. De la même façon, si on compare l'Allemagne et l'Australie, qui là aussi sont pas trop loin l'une de l'autre, c'est DEU pour l'Allemagne et AUS pour l'Australie, on voit que l'Australie a des salaires plus inégaux, revenus salariaux du travail, et que là aussi la présence des indépendants et le traitement des chômeurs, et surtout le nombre des chômeurs, réégalise en quelque sorte la distribution des revenus en Australie, alors que ça l'amplifie en Allemagne. Alors, cette situation d'inversion des situations se présente à tout moment. Dès qu'on commence à regarder les inégalités de près, et ça oblige à faire des choix en permanence. Et ces choix sont d'autant plus difficiles qu'on est obligé de faire ça sur des pays très disparates, avec des systèmes de revenus et de redistribution extrêmement différents, des statistiques de nature et de qualité également variables. Donc tout ça, encore une fois, pour vous dire qu'il faut prendre au plus cette image comme une image un peu impressionniste, et je réclame de l'indulgence. Néanmoins, il y a un schéma sous-jacent qu'on a en tête quand on examine ces développements des inégalités et du rôle de la distribution, c'est que la formation du revenu, ça se présente en plusieurs étapes. Alors je vais faire référence après, pendant l'exposé, plusieurs fois à ces différentes boîtes, 1, 2, 3, 4, 5, là. Alors la boîte 1, c'est les revenus initiaux salariaux bruts de l'individu, qui sont relativement bien mesurés dans la plupart des pays de l'OCDE, il faut bien le dire, mais il faut garder en tête, mais vraiment dans l'arrière de la tête, parce qu'on ne va pas regarder ça en détail, et peut-être que ça a été l'objet de plus de développement dans le cours, mais c'est que probablement ces revenus salariaux initiaux sont déjà influencés par un certain nombre de politiques et d'institutions, y compris d'ailleurs les politiques de transfert et les politiques fiscales. Enfin, à certains points des niveaux de revenus, et notamment chez les hauts revenus, on a le soupçon que la fiscalité donne lieu, et des changements dans la fiscalité donnent lieu à des changements dans le revenu brut et salarial, parce que les gens sont capables de négocier en quelque sorte un revenu net. Après ça, on passe à la boîte numéro 2, qui sont les revenus salariaux du ménage, et là, on voit qu'interviennent un certain nombre de choses, et notamment les comportements matrimoniaux, et on a le soupçon, ce n'est pas l'objet ici de la présentation, mais on a le soupçon par exemple qu'une certaine réendogamisation, je ne sais pas si ça a un sens, des comportements matrimoniaux dans un certain nombre de pays, y compris la France, c'est-à-dire le fait que la mobilité sociale au moment des rapprochements matrimoniaux, disons, est devenue moins forte qu'elle n'a été dans le passé, ça a contribué à un certain accroissement des inégalités. Alors là aussi, sans doute, dans la composition du ménage en général, il y a un certain nombre de politiques qui interviennent, y compris les politiques familiales et les politiques à l'égard des personnes âgées. J'en parlerai pas non plus. Puis on passe dans la boîte 3, donc, qui est l'ensemble des revenus de marché du ménage, c'est-à-dire y compris revenus du capital des entrepreneurs individuels. Et là, déjà, bien entendu, des éléments de fiscalité peuvent intervenir dans la partie distribuée du capital, du revenu du capital. Et le gros de mon exposé portera sur le passage de la boîte numéro 3 à la boîte numéro 4, c'est-à-dire entre le revenu de marché avant impôt et transfert et puis le revenu disponible après impôt et transfert monétaire. Et c'est là qu'interviennent le gros des politiques fiscales et sociales, du moins sous leur partie directe. Je dirais un mot à la fin aussi de ce qu'on appelle ici transfert en nature, et c'est ce qui permet de passer de la boîte numéro 4 à la boîte numéro 5 et dernière, qui est un revenu disponible du ménage corrigé, parce que il nous paraît nécessaire de corriger le revenu disponible du ménage du fait que dans un certain nombre de pays, il y a des services qui sont gratuits, alors que dans d'autres, ils sont payants. L'éducation est un exemple.
ne pas corriger le revenu disponible des ménages américains et français en fonction du coût de l'éducation conduit à des appréciations qui peuvent être, disons, biaisées. Donc, mais c'est vrai aussi pour la santé, c'est vrai pour d'autres services publics qui sont souvent offerts de façon gratuite dans certains pays et dans d'autres pas. Et enfin, tout à la fin, je dirais un mot du rôle des taxes indirectes. Je crois que c'est François Bourguignon qui en a touché un mot, et du rôle plus ou moins... Alors, c'est un peu controversé de savoir s'il faut inclure ou pas les taxes indirectes et le fait que dans la redistribution, mais enfin, on peut en dire un mot aussi et le comparer entre les pays. Alors, si on part donc de la boîte dite 3 centrale, c'est-à-dire revenus disponibles avant impôts et transferts, ce qu'on voit, c'est dans la plupart de ce que je vais présenter, on regarde l'indice de Gini, c'est-à-dire un indice, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais qui vaut 0 lorsque tous les ménages, enfin, il ne s'agit pas de ménages, je parlerai de ménages, mais en fait, ce sont des ménages, enfin, des unités de consommation à l'intérieur des ménages, évidemment, pour corriger des tailles parfois différentes entre les ménages selon les pays. Si tous les ménages, donc tous les individus ont exactement le même revenu, le Gini vaut 0, et si tous les revenus du pays vont à un seul individu, le Gini vaut 1. Donc plus c'est grand, plus le pays est inégalitaire. Donc ce qu'on voit là, c'est la situation en 2008 ou un petit peu ou 2009 selon les pays. Et ce qu'on distingue, c'est en gros 4 types de pays. Il y a d'une part tout à fait à gauche du schéma les pays nordiques et les petits pays homogènes comme la Slovénie, la Slovaquie, qui sont pas, enfin, de population relativement homogène, disons, où on voit des indices de Gini de l'ordre de 0,2, 0,25, et ça correspond en gros à un rapport entre le revenu des 20% les plus riches divisé par le revenu des 20% les plus pauvres de 1 à 5. Pardon, le revenu des 10% les plus riches divisé par le revenu des 10% les plus pauvres de 1 à 5. Puis ensuite, on a un ensemble de pays qui recouvrent en gros l'Europe continentale, où ce ratio est de l'ordre de 1 à 7. Et là, la France en fait partie. Puis on a à peu près rassemblé ensemble les pays anglo-saxons, Nouvelle-Zélande, Australie, Royaume-Uni, États-Unis, où ces ratios montent jusque de 1 à 15. Et puis enfin, tout au bout, on a les pays émergents de l'OCDE, Turquie, Mexique, Chili, où le ratio est beaucoup plus important et va jusqu'à 1 à 30. Alors, ça, c'est les barres bleues, le dernier point. Si on regarde l'évolution sur les 10-15 dernières années, elle est assez variable. On n'a pas l'évolution pour tous les pays, mais sur les 22 pays pour lesquels on a cette évolution, il y en a 12 pour lesquels l'inégalité s'est accrue. Et donc, l'inégalité s'est accrue, un Gini qui aurait augmenté en moyenne de l'ordre de 0,8. Alors, pour donner une idée de ce en quoi ça consiste, c'est comme si on avait transféré de la partie la moins riche, la moitié la moins riche de la population à la moitié la plus riche de la population, à peu près 1,5 point de 1,5% de revenus moyens. C'est pas massif, mais c'est pas rien non plus. Donc c'est une évolution significative, même au niveau de l'OCDE. Bien entendu, au niveau de chaque pays, cette évolution est encore plus forte. Alors elle est dans un sens ou dans l'autre, mais en moyenne, donc, c'est un accroissement des inégalités. Alors si on cherche à voir... Bon, là, j'aurais dû faire ça avant, mais voilà le groupement des pays. Si on cherche à voir d'où vient cet accroissement des inégalités, on peut regarder si c'est plutôt passé par le bas de l'échelle des revenus ou par le haut.
Et ce qu'on voit ici, c'est que ce que représente ce graphique, c'est le taux de pauvreté défini comme le nombre d'individus qui sont dans des ménages qui ont moins de la moitié du revenu médian du pays. Et là, on constate que, d'une part, la France est très en dessous de la moyenne, significativement en dessous de la moyenne, disons, en ce qui concerne le niveau de pauvreté mesuré comme ça, que les États-Unis et la Turquie sont très au-dessus. Et on voit aussi qu'inégalité et pauvreté, alors il aurait fallu juxtaposer les deux graphiques, sont assez fortement corrélés en niveau. Ceci dit, si on regarde après ça les évolutions d'inégalité et qu'on essaie de rapprocher ça des évolutions de pauvreté sur une période de 10-15 ans, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a à peu près aucune corrélation. C'est-à-dire que, par exemple, en France, la pauvreté a baissé, l'inégalité a augmenté. C'est le cas aussi en Autriche, en Italie, enfin dans un certain nombre de pays. Ces évolutions ne sont pas corrélées significativement. Ce qui incite à regarder ce qui se passe plutôt du côté des hauts revenus. Et là, on voit que massivement, et sur les 30 dernières années, la part des hauts revenus, c'est-à-dire la part du 1% de ménages les plus riches, a augmenté très significativement. C'est vrai partout, sauf, je crois, aux Pays-Bas. Alors de façon plus ou moins dramatique, c'est passé cette part du 1% le plus riche est passé de 8 à 18% aux États-Unis, même si ça s'est stabilisé ou c'est même un peu réduit depuis la crise, c'est-à-dire depuis 2007. Ça n'a augmenté que d'un point en France, et de façon plus générale, l'augmentation a été relativement faible en Europe continentale et plus forte dans les pays de langue anglaise. Alors, comment on en est arrivé là je vais faire ici un pas en arrière, c'est-à-dire essayer de voir de quelle façon on passe de la boîte numéro 3, donc ces revenus avant redistribution, à la boîte numéro 4, c'est-à-dire les revenus avant la redistribution directe. J'inclus dans la redistribution directe, d'une part, les transferts monétaires et d'autre part, les impôts directs. Alors, ce graphique montre en abscisse l'indice de Gini, donc l'indice d'inégalité avant les impôts directs et les transferts, mesuré sur donc les revenus de marché du ménage, et en ordonnée, la réduction d'inégalité qui intervient entre la boîte numéro 3 et la boîte numéro 4. Et puis, il y a la ligne qui trace la corrélation. Et je pense qu'il faut garder en tête 3 leçons de ce type de graphique. C'est d'une part, c'est que le système redistributif au sens large des impôts directs et des transferts monétaires redistribue. En moyenne, ex ante, le Gini, vous voyez, il est autour de 0,40. C'est là c'est à peu près le milieu du nuage mesuré sur l'abscisse. La réduction moyenne de Gini due au système redistributif, c'est de l'ordre de 0,12. Donc en gros, selon cette métrique, la redistribution, ça réduit en gros d'un quart les inégalités. Deuxième point, les pays les plus inégalitaires ex ante, c'est-à-dire en termes de revenus de marché, sont aussi ceux qui redistribuent le plus. Il y a une corrélation positive, disons, entre le niveau de la redistribution et niveau initial de l'inégalité. Alors la Suisse, la Corée, l'Islande, qui sont tout à fait à gauche en bas du graphique, ont des inégalités très faibles et une très faible redistribution. De l'autre côté, l'Irlande ou le Royaume-Uni sont à l'autre bout, ou l'Italie, avec des inégalités beaucoup plus fortes et une redistribution également plus importante.
Dernier point qui vaut peut-être la peine d'être gardé en tête, c'est que les pays nordiques qu'on voit Danemark, DNK, Suède, SWE, Norvège, NOR, etc., Finlande, sont tous au-dessus de la ligne, c'est-à-dire que bien qu'ils aient des inégalités ex-ante qui soient légèrement inférieures, mais en gros du même ordre que la moyenne des pays, ils ont tendance à redistribuer plus que ce à quoi on s'attendrait avec ce niveau d'inégalité. En revanche, les pays appelons-les anglo-saxons, puisqu'on est en France, même si je n'emploie pas ce terme quand je m'exprime à l'OCDE, les pays de langue anglaise, donc États-Unis, Nouvelle-Zélande, Canada, d'abord ont des niveaux d'inégalité ex-ante un peu plus forts, comme on l'a vu, mais aussi redistribuent un peu moins que ce que ce niveau suggérerait. Donc en fait, on voit que les différences d'inégalité reflètent se reflètent de façon assez forte dans les différences des niveaux de redistribution. Bon, deuxième point, je voudrais aller un cran plus loin dans la façon dont le système redistributif redistribue, en essayant de distinguer la partie transfert monétaire de la partie fiscalité. Donc on est toujours dans le passage de la boîte 3 à la boîte 4, mais on regarde la réduction totale de Gini entre la boîte 3 et la boîte 4. On la regarde, ce qui est dû à la partie transfert dans un premier temps, et c'est ce qui est montré en abscisse, et ce qui est dû à la partie fiscalité dans un deuxième temps, et ce qui est montré en ordonnée. Or, je sais bien que la séparation entre les deux notions ne va pas de soi. Elle a été faite du mieux possible par notre département statistique. Pour la France, par exemple, ça a amené à mettre le RMI, le RSA, à le considérer comme un transfert, alors que la PPE, par exemple, fait partie de la fiscalité. Et puis, il y a un certain nombre de choix qui sont discutables, mais enfin qui ont été faits pour l'ensemble des pays. Je pense que ce qu'on voit ici, c'est que de façon tout à fait massive, les transferts redistribuent bien davantage que les impôts. Ils contribuent bien plus à la réduction des inégalités que les prélèvements. Deuxièmement, la réduction des inégalités par l'impôt ne diffère pas énormément selon les pays. Une fois qu'on a enlevé l'Islande, la Suisse n'ont pas de sens, là, ils sont à zéro. Mais une fois qu'on a enlevé la Corée, le Japon et la Pologne, tout le monde est à peu près dans une bande entre 3 et 5 points de redistribution par l'impôt. Et puis la redistribution par les transferts directs, elle, diffère bien davantage entre pays, et même très massivement. On voit aussi sur le graphique que, selon cette mesure, le système fiscal et social français redistribue peu, bien moins qu'au Royaume-Uni et même un peu moins qu'aux États-Unis. Donc, on va regarder ça de plus près ensuite, en essayant de regarder séparément maintenant les effets redistributifs qui viennent cette fois-ci uniquement des transferts qu'on met en relation avec les inégalités ex-ante. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on retrouve la corrélation positive entre effets redistributifs et inégalités ex-ante, c'est-à-dire les pays les plus inégaux dans les revenus de marché ont aussi le système de transfert qui réduit le plus l'inégalité initiale. On retrouve aussi la séparation entre anglo-saxons et nordiques aux deux extrêmes par rapport à cette ligne pour un même niveau d'inégalité ex-ante. Mais on voit aussi que, par exemple, le Royaume-Uni, malgré tout, redistribue bien davantage par son système de transfert que la France, selon cette mesure, toujours de Gini, qui n'est bien entendu pas la seule mesure possible de réduction des inégalités. Mais là, c'est une optique qu'on utilise. Et puis, on a une Europe continentale qui est toujours entre anglo-saxons et nordiques, avec moins de redistribution par les transferts que dans les pays du Nord. Alors, on peut faire le même graphique, et d'ailleurs, je le vois là,
Pour la partie prélèvement, donc, alors dans les prélèvements, j'ai inclus à la fois les impôts directs et les cotisations sociales employées, hein, là. Et là, ce qu'on voit, c'est que le lien, donc ça montre le lien entre inégalités initiales qui sont montrées en abscisse et puis la partie de la redistribution qui est imputable uniquement au prélèvement. Et là, on voit que ce lien est beaucoup plus faible. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de pays qui sont tous autour de 4 points, 4 centièmes de Gini de redistribution, 3-4 centièmes, et que le lien avec l'inégalité initiale n'est pas évident. Et il n'y a pas de séparation claire ici entre les pays, sauf les Asiatiques, donc toujours Corée, Japon et puis la Pologne, qui font très peu de redistribution. Et ce qui est peut-être frappant quand on est français, c'est de voir que la France a un système de redistribution par le prélèvement parmi les plus faibles qui soient, une fois qu'on a enlevé les Asiatiques et la Pologne. Alors, si on essaie d'aller encore un cran plus loin, c'est-à-dire de savoir comment on obtient ces niveaux de redistribution, soit par les transferts, soit par les prélèvements. On peut faire une décomposition, je ne sais pas si vous avez examiné ça, mais qui est permise par la construction d'un indice dit de Kakwani, qui en gros mesure la progressivité d'un système, soit de transfert, soit de prélèvement. Et puis donc c'est ce qui est montré ici en ordonnée. Et puis en abscisse, on montre le montant, c'est-à-dire la taille des transferts et des prélèvements ou des prélèvements dans le revenu disponible des ménages. Alors ça essaie de décomposer. D'une part, est-ce qu'un pays redistribue beaucoup parce qu'il fait tourner beaucoup d'argent? Il en prend beaucoup aux riches, il en prend beaucoup à tout le monde et puis en redistribue beaucoup. Ou bien est-ce qu'il redistribue beaucoup parce qu'il prend bien aux riches et il donne bien aux pauvres. Donc c'est un peu les deux dimensions. Et en gros, l'effet total redistributif, c'est le produit des valeurs sur les deux axes. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que, de façon générale, les pays qui ont des transferts relativement élevés, donc vers la droite du graphique, ont aussi une moindre progressivité. Par exemple, le Royaume-Uni, que vous voyez, alors c'est GBR, qui est vers le milieu, là, en haut, a un niveau de transfert beaucoup plus faible que la France, plus de 2 fois plus faible, mais qui est également beaucoup plus progressif. Et ce qui fait qu'au total, le Royaume-Uni, par les transferts, réussit à faire plus de réduction d'inégalités que ne le fait la France. Autrement dit, même côté transfert, qui est le côté où la France fait le plus de redistribution, elle le fait plus par la quantité que par la qualité ou le ciblage de ces transferts. Alors on peut faire la même chose, encore une fois, niveau prélèvement. Prélèvement direct, toujours. Donc en abscisse, la part des impôts dans le revenu disponible des ménages. En ordonnée, l'indice de progressivité des impôts des prélèvements directs. Là, on voit que la France est dans la moyenne, en gros, en ce qui concerne le niveau de prélèvement, une progressivité qui est plutôt un peu en dessous de la moyenne, encore une fois, en comparaison avec les États-Unis ou le Royaume-Uni ou le Canada, qui prélèvent autant que la France, d'ailleurs, mais semble le faire de façon plus progressive. Bon, alors tout ça demande une grande prudence dans l'interprétation. Je voulais vous montrer un exemple d'autres indices de progressivité qui donnent des messages parfois un peu différents, mais je vais sauter ça.
Ce que je veux maintenant, ce que je voudrais aborder maintenant, c'est d'aller au-delà de la boîte numéro 4 vers la boîte numéro 5, c'est-à-dire de voir si ce constat doit être un petit peu, ce constat de comparaison internationale a lieu d'être modifié pour si on essaie de tenir compte de ce qu'on appelle les transferts en nature ici, c'est-à-dire la consommation de biens qui peuvent être publics ou privés, tels que l'éducation, la santé ou d'autres services, et d'essayer de voir si ça modifie le paysage des inégalités. Alors, les autres services qui sont considérés, c'est de l'assistance sociale, par exemple l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, mais aussi le service de l'emploi, enfin un ensemble de services qui sont tantôt offerts de façon payante, parfois pas d'ailleurs par le marché, et tantôt offerts de façon publique et parfois même gratuite. Donc ce qu'on voit ici, c'est ce que ça représente, c'est le pourcentage. On essaie de donner une valeur de marché à ces services et on regarde le pourcentage de la consommation de ces services dans le revenu disponible des ménages dans les différents pays. Et ce qu'on voit, c'est que dans certains pays, et là, une fois de plus, on retrouve les Scandinaves à un bout, la consommation de ces services publics représente 40% du revenu ajusté des ménages. En France, on est plutôt dans la partie haute de la partie des pays non nordiques, avec de l'ordre de 25%. Et après ça, on voit les pays émergents, Turquie, Corée, Mexique, dans la partie basse, et puis les anglo-saxons plutôt à droite, à gauche aussi, dans la partie basse. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les niveaux de transfert en nature, sous forme de biens publics, ont une forte tendance à reproduire la structure des transferts monétaires. Donc ça ne modifie pas très, très fortement, disons, le constat qu'on faisait sur la partie purement monétaire. Là, on essaie de voir, alors sous un autre angle, le lien, et on voit bien que l'angle, c'est d'une part, l'inégalité ex-ante qui est montrée en abscisse, et d'autre part, inégalité dans la boîte numéro 4, et ensuite l'inégalité dans la boîte numéro 5, la dernière, après consommation de ces biens parfois publics. Et ce qu'on voit, c'est qu'on on retrouve les résultats qu'on avait sur les transferts en cash, les transferts monétaires, c'est-à-dire que les pays les plus inégalitaires utilisent peu les transferts en nature, mais les utilisent de façon relativement efficace et arrivent à une forte réduction des inégalités par ce moyen-là. Et ça reflète sans doute le fait que l'utilisation de ces transferts en nature est de nature très différente. Par exemple, dans les pays qui utilisent très peu, comme les États-Unis ou le Mexique, ils sont très ciblés. C'est Medicare, Medicaid, ciblés sur les populations âgées ou les plus pauvres. C'est des programmes spécifiques au Mexique de même type. Alors que dans la partie droite, on a des transferts en nature qui ont une approche beaucoup plus universelle avec fourniture gratuite de services publics consommés par tout le monde. Et ça, c'est le modèle nordique qu'on retrouve tout à gauche ici. Bon, dernier point controversé, c'est le rôle des taxes indirectes dans la redistribution. Et là aussi, ce qu'on sait, c'est que presque partout, et ce graphique le montre, la TVA est régressive au sens où la part de la TVA TVA ou impôt indirect de façon plus générale dans le revenu des riches est plus faible que sa part dans le revenu des pauvres. Ceci dit, il faut bien avoir en tête que ça reflète un ensemble de choses. D'une part, ça peut refléter les taux d'épargne, par exemple le fait que les États-Unis consomment tous leurs revenus implique aussi qu'il y a un écart entre riches et pauvres qui est plus faible, de fait. Le fait que ça reflète aussi la structure des taux de TVA, par exemple le fait qu'il y a un taux unique
au Danemark et dans d'autres pays nordiques implique que les écarts entre riches et pauvres sont plus forts cette fois-ci. Donc on a parfois des résultats contre-intuitifs qui peuvent être dus à des choses qui ne viennent pas toutes de la fiscalité. J'ai le temps de dire un mot de l'évolution ? 3 minutes. Donc, évolution sur les années récentes étant à peu près les 10 dernières années sur lesquelles on a de l'information. Ça a été dans diverses directions dans les différents pays de l'OCDE. Il y a quand même eu des grandes lignes, disons, et un certain nombre de points qui ont renforcé la progressivité de l'impôt et du système redistributif dans de nombreux pays. C'est d'une part la baisse de la part des taxes à la consommation dans le revenu total, le revenu budgétaire total. Et comme on a vu que ces taxes à la consommation pouvaient être considérées comme un peu régressives, ça a augmenté la progressivité. Deuxième point, il y a eu une hausse dans beaucoup de pays des impôts sur la propriété foncière, et ça a renforcé la progressivité. Il y a eu un développement, pas seulement en France, mais au Royaume-Uni, aux États-Unis, de primes liées à l'emploi, équivalent PPE, liées à l'activité, qui ont aussi été profilées de telle sorte qu'ils renforcent la progressivité. Il y a eu un reprofilage dans plusieurs pays des cotisations sociales avec un déplafonnement là où elles restaient plafonnées, parfois des abattements à la base sur les niveaux de salaire et de revenus les plus bas. Et dernière chose, il y a eu une hausse générale de la part des prélèvements dans le PIB. Et comme les prélèvements sont plutôt progressifs, quand tout ça monte, ça fait un peu monter la progressivité. En même temps, il y a eu un certain nombre de mouvements de fonds qui ont aussi réduit, avec la hausse générale des cotisations sociales, qui en général sont plutôt plus plates malgré tout en termes de progressivité que les autres impôts directs. Un aplatissement des barèmes d'IR avec une baisse des taux marginaux supérieurs dans la plupart des pays. La mise en place de systèmes duaux dans un certain nombre de pays qui ont séparé l'imposition des revenus du capital à un taux relativement faible et fixe de l'imposition des revenus du travail à un taux souvent plus élevé et progressif. Et donc ça a aussi réduit la progressivité en général là où ça a été appliqué. La suppression d'impôts sur la richesse dans plusieurs pays, notamment sur les successions, ou leur forte réduction, et enfin une hausse générale des dépenses fiscales, c'est-à-dire des diverses incitations données à travers le système fiscal, dont la plupart sont de nature régressive. C'est-à-dire que les incitations sont plus utilisées par les riches que par les pauvres. Et donc, le résultat de tout ça, il reste à faire, et on ne l'a pas fait, c'est que de façon générale, il y a eu des variations extrêmement différentes, mais le gros des pays ont quand même vu une hausse parfois significative de la progressivité, au moins si on la mesure sur la partie purement des prélèvements directs. Je vais m'arrêter là. Merci Jean-Louis.